La troisième question que je voulais vous poser, c'était là-dessus. Donc, est-ce qu'il y a des germes de renouveau? C'est-à-dire, est-ce que vous voyez quand même des choses positives et une sorte de futur pour le travail, voire pour le salariat, mais qui, qui contient cette promesse de liberté et d'autonomie pour le travail? Alors, entièrement d'accord avec tout ce que vous venez de dire et c'est passionnant. Je crois qu'on est au cœur du sujet. Il faut qu'on refuse et qu'on résiste, me semble-t-il, hein, à l'extension que l'on est en train de voir de ce travail sur les plateformes. Et c'est pas seulement sur les plateformes, c'est aussi dans d'autres endroits et c'est aussi aidé par le numérique. Hein, avec un management du travail par algorithme qui est absolument terrible, une déshumanisation du travail qui est terrible, déshumanisation qui, on n'a pas suffisamment parlé de la globalisation et de tous ces facteurs qui pèsent aujourd'hui sur le travail. Hein. On a la globalisation qui permet aux multinationales de mettre les législations nationales du travail en compétition les unes avec les autres, donc de tout tirer vers le bas. On a la managérialisation du travail avec cette inflation d'indicateurs. On demande aux gens de faire du reporting, etc. Donc il y a du contrôle sur le travail de tous les côtés. Et en effet, là, il y a une perte d'autonomie qui est très grande. Alors, sur le travail indépendant et le salariat, vous disiez on peut trouver quelque chose entre les deux. Il y a aujourd'hui en effet des propositions qui disent qu'il faudrait par exemple développer le travail parasubordonné. Mais ça me fait peur, moi, le travail parasubordonné, parce que on peut craindre qu'on vide une partie du salariat dans une catégorie moins bien protégée. Vous pouvez dire ce que c'est à nos auditeurs parasubordonné? Bien sûr, c'est quelque chose par exemple qui existe en Espagne et en Italie et qui consiste à donner certains donc c'est pas de la subordination, c'est à côté, c'est des travailleurs dépendants, économiquement dépendants, à qui on va donner quelques droits. Mais donc la crainte, c'est que du coup, on vide tout le salariat vers ces catégories moins bien protégées. Moi, il me semble que ce qu'on pourrait faire, c'est, je reprends les plateformes parce que c'est intéressant, sur cet ensemble de travailleurs. On voit bien qu'il y a des vrais travailleurs indépendants. Le vrai travailleur indépendant, par exemple, c'est Michel. Il fait ce qu'il veut, il vend ses prestations. Il y a plein de professions libérales, d'artisans qui sont de vrais indépendants, qui choisissent leur clientèle, qui choisissent leurs tarifs, qui choisissent leurs modalités de travail. Donc ceux-là, laissons-les tranquilles et même améliorons en effet, comme vous le disiez, leur système de protection. Maintenant, il y a tous ceux qui sont complètement manipulés par les grandes multinationales et qui sont mis de force en quelque sorte sous le régime d'auto-entrepreneur, qui sont très très mal protégés et qui reçoivent des ordres encore pires que les salariés. C'est-à-dire que la promesse d'autonomie, elle est absolument pas tenue. Pour cela, à mon avis, il faut les requalifier. Alors, ou bien les requalifier en salariés, ou bien, je ne sais pas si ça existe en Belgique ou dans d'autres pays, mais nous, en France, on a quelque chose dans notre code du travail qui s'appelle le livre 7 et qui recense un certain nombre de professions, les VRP, les journalistes professionnels, les travailleurs à domicile, qui sont sous l'aile du code du travail, mais pour lesquels on n'a pas besoin de prouver qu'il y a un lien de subordination. Et donc, ces gens sont protégés de cette manière. Donc, moi, je pense que là, il y a peut-être les germes de quelque chose. Il n'y a pas de subordination. Ils sont bien protégés et on pourrait donc repartir de là. Mais évidemment, qu'est-ce que ça ferait? Ça obligerait toutes ces entreprises à payer des cotisations. Or, aujourd'hui, si elles font une concurrence déloyale, notamment aux vrais indépendants, c'est parce qu'elles ne payent pas de cotisations. Donc là, il y a quelque chose. Et alors, mon autre idée sur comment on pourrait repenser le travail, changer le travail, je vois deux choses. D'abord, repartir des exemples où ça va bien. Par exemple, dans les pays nordiques. Il y a eu une très belle exploitation de l'enquête européenne sur les conditions de travail en 2013, faite par deux universitaires qui s'appellent Galli et Zou. Et eux, qu'est-ce qu'ils montrent? Ils montrent que là où il y a le plus de bien-être au travail, c'est dans les pays nordiques. Et quand ils vont encore plus loin, hein, ils se demandent quelle est la variable explicative. C'est la présence des syndicats. C'est le taux d'adhésion syndicale du pays. Donc, j'ai l'air là de revenir beaucoup en arrière, mais moi je pense qu'il nous faut des syndicats, des représentants des salariés pour améliorer le travail. Et puis, ma deuxième idée, et je reboucle peut-être avec
tout ce qui se dit aujourd'hui sur la reconversion écologique. Hein. Moi, ça fait des années que je pense que une des manières de sauver le travail et de renouer avec l'autonomie au travail, c'est peut-être de nous engager pleinement dans la reconversion écologique. Ça veut dire, pour moi, ça veut dire tout changer. Hein. Changer notre rapport au monde, considérer qu'on va prendre soin de la nature, considérer, comme on le disait tout à l'heure, qu'on est une partie de la nature. Donc, au rapport d'exploitation et de conquête, on doit substituer un rapport, comme dit Aldo Léopold, hein, d'amour, de respect, de prendre soin. Et si on était vraiment intelligent, avec cette reconversion écologique, à la fois on pourrait créer des emplois. Il me paraît évident qu'on va avoir un plus gros volume de travail. Et peut-être un anti-déversement. Vous vous souvenez, le déversement de Sauvy, c'est on réduit la population dans l'agriculture, elle va dans le secondaire, puis on réduit le tertiaire. Voilà. Moi, je me demande si on va pas avoir un phénomène inverse. Hein, c'est-à-dire beaucoup plus de gens dans l'agriculture parce qu'on aura moins de destruction des sols, pesticides, y compris aides mécaniques qui sont consommatrices d'énergie. Donc plus de travail humain, plus de sueur, et que ce gros volume de travail, on pourrait l'organiser autrement. Alors, je dis pas que le travail sera génial, il sera sûrement aussi pénible, parce que c'est pénible, le travail dans l'agriculture, mais on pourrait en profiter. Bon, moi, j'aime beaucoup les travaux de Gadret, qui dit qu'on pourrait en profiter pour désintensifier le travail. Et ça veut dire qu'il faudrait réorganiser le travail. Comment? Peut-être avec de nouveaux modes, de nouvelles coopératives, de nouvelles manières. Gortz parlait d'un artisanat high-tech ou low-tech, je sais pas, mais peut-être qu'il faut se débarrasser des grandes entreprises, des grandes chaînes de valeur mondiale, là. Et si on a une taxe carbone très haute, le prix des transports risque d'augmenter. Et donc peut-être qu'on va assister à une relocalisation. Et là, avec cette relocalisation, peut-être qu'on peut organiser. Moi, j'imaginerais bien des grandes coopératives artisanales au lieu des très grosses entreprises et des très grosses sociétés anonymes qu'on a aujourd'hui. J'ai une question sur la notion de valeur. Donc, j'ai lu dans ton livre sur le travail. Alors, je ne sais plus si c'était au 17e ou au 18e, mais en tout cas, il y avait un débat sur c'est quoi la valeur. Et donc le débat s'est fixé sur cette reconnaissance que la valeur, c'est la marchandise, c'est la rareté d'un produit sur le marché. Ouais. Et donc ça donne quand même des choses absurdes. Par exemple, aujourd'hui, si on est un agriculteur qui, année après année, on détruit le sol, on va être beaucoup plus subsidié qu'un agriculteur qui améliore son sol chaque année. Et donc en fait, mon argument, c'est qu'on est dans l'extractif, on est dans un régime où la valeur est extractive et où la valorisation du travail génératif n'est pas reconnue. C'est-à-dire il faut taxer le travail extractif pour pouvoir financer le travail génératif. Et donc, j'appelle ça, et Bernard Stiegler aussi, donc un shift, un régime contributif, donc vers des régimes de valorisation pluralistes, où des communautés peuvent décider que dans notre cadre, par exemple, on va reconnaître d'autres formes de valorisation. Oui. Et peut-être lier ça à votre travail, parce que je sais que tu as aussi beaucoup travaillé sur l'égalité du travail. Oui. Il y a évidemment toute l'exclusion du travail domestique et tout ça. Oui. Donc, est-ce que tu as une réflexion? Est-ce qu'on ne doit pas changer de régime de valeur, justement? Pas seulement le travail, qui est déjà le résultat d'un régime de valeur, ouais, mais changer vraiment le régime de valeur. Alors, ce que je trouve... là, on est encore dans des questions tout à fait centrales. Moi, c'est vrai que je prône une société du care. Donc, ça, c'est théorique. Hein. On arrête, c'est ce que tu appelles société extractive, quoi. On arrête ça, on sort peut-être du capitalisme, peut-être faut-il sortir du capitalisme pour faire ça, c'est-à-dire pour instaurer un rapport, en effet, non plus d'exploitation et de conquête, mais de respect et de prendre soin. Ça fait penser un peu à ce que disait le pape dans son encyclique sur la sauvegarde de la maison commune. Il a toute une réflexion sur le travail et il dit que le geste du travail ne doit plus agresser la nature, mais en prendre soin, avec allusion à la Genèse. On est là pour garder le jardin, etc. Je trouve ça intéressant de tirer ça. Donc les communs, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire quand on dit le care, pour moi, les communs, c'est aussi une communauté qui dit qu'il va soigner une ressource.
Tout à fait. On est, à mon avis, plus ou moins dans le même registre. Et donc, quand tu dis qu'il faut changer de régime, moi, je pense qu'il faut changer même d'indicateur, quoi. Alors, il y a la question du PIB. Nous, ça fait 20 ans qu'on milite avec Gadret, Jeannie Catrice, etc., pour d'autres indicateurs que le PIB, parce que le PIB, c'est quelque chose de terrifiant, ça nous mène droit dans le mur. Donc, on dit qu'il faudrait 2 indicateurs. L'empreinte carbone, c'est-à-dire je préserve la nature, et l'indice de santé sociale, c'est-à-dire en faisant cela, je n'en mets pas plein la figure aux plus pauvres, mais je répartis. L'humain et la nature, en fait. Voilà, je répartis la. Le tiers pour la nature. Voilà. Mais il nous faut aussi sûrement d'autres comptabilités individuelles et d'autres normes que les normes internationales, d'autres régimes que la valeur pour l'actionnaire, etc., etc. Donc entièrement d'accord sur la question de la valeur et d'autres formes de valorisation, mais tout ça. Alors, tu posais la question de la reconnaissance d'autres formes de travail. Donc, je pense que le début de notre réflexion, c'est quoi l'utilité? Quand on dit, hein, c'est tous les économistes néoclassiques qui disent, ça devient une marchandise quand quelque chose est utile. Mais qui reconnaît l'utilité? Qui reconnaît l'utilité sociale de quelque chose? Alors oui, par exemple, le travail. Sur quel indicateur? Voilà. Le travail domestique, il est hyper utile. Et aujourd'hui, on reconnaît de plus en plus l'importance de ce travail de reproduction. On sait bien que s'il n'existait pas, l'humanité ne pourrait pas continuer. Maintenant, comment est-ce qu'on le solvabilise? Avec Florence Jeannie Catrice, on avait écrit un article en 2011 dans la revue Travail, Genre et Société sur la question de savoir s'il fallait réintroduire dans le PIB, l'indicateur de richesse, le travail domestique ou pas. Et est-ce qu'il fallait le reconnaître comme un travail et le rémunérer et comment, quoi. Mais alors, du coup, on avait montré tous les avantages et désavantages de cette solution. Hein. Dans la commission Sen-Stiglitz-Fitoussi, qui réfléchit sur les limites du PIB, il y avait Nancy Folber qui, elle, vraiment militait pour la réintégration du travail domestique dans le PIB. Le problème, c'est que si on change pas la répartition entre hommes et femmes, ça va être une manière de réattacher les femmes à la maison. Et ça, moi, je m'en méfie énormément. Donc, je voudrais qu'on ait une autre manière de valoriser. Je voudrais pas qu'on fasse un salaire maternel ou un salaire domestique. Je peux faire une petite remarque là-dessus parce que moi, ça me préoccupe aussi. C'est-à-dire que moi, je vis en Asie dans on va dire, une forme de famille plus traditionnelle. Et je ne l'ai pas imposé, hein, c'est le choix de mon épouse. Mais moi, je vois quand même que la qualité de vie, il y a des vrais problèmes de qualité de vie dans le monde occidental. On n'a plus le temps. Quand 2 personnes vivent, bien sûr, doivent travailler pour vivre. Par exemple, il y a des anthropologues en Angleterre qui ont vu que les parents parlent 7 minutes par jour en moyenne avec leurs enfants. Donc avec le stopwatch, hein, donc vraiment objectiver cette relation. Et donc là, on est quand même je comprends bien le problème. Le problème, c'est si on paye le travail domestique, ça pourrait stimuler justement une vision de travail qu'on veut plus. Oui. Comment est-ce qu'on s'en sort? Comment est-ce qu'on peut créer une société apaisée? Je crois que tu as appris ce mot. Et désintensifier. Tout en préservant cette égalité de genre qu'on a voulu dans notre civilisation. Et avant de vous rendre la parole sur le même élan, effectivement, je pense que c'est la dénomination qui peut faire la différence pour qu'on ne reste pas dans quelque chose de genré ou de codé au foyer. Parce qu'on voit bien que chez les hommes les plus jeunes, le care pour les enfants est très important. Et je connais de plus en plus d'hommes entre 30 et 40 ans qui ont fait le choix de s'occuper de leurs enfants. Donc, pour moi, c'est sans doute plus une question de homme ou femme. C'est vraiment la manière dont on va arriver à en parler, où on risque d'avoir des surprises sur le fait du nombre d'hommes et de femmes qui auraient envie de faire ce choix-là, qui n'implique pas d'ailleurs que ça soit un choix définitif. Mais en tout cas, comme vous le disiez, il me semble très important de valoriser ce travail-là, puisqu'il est essentiel à la suite. Hein. C'est-à-dire que selon comment on éduque les enfants, on fait la société suivante. Hein.
Donc, il y a une importance essentielle. Et donc, ça va avec ça. Et je me demandais si vous connaissiez aussi les travaux de Patrick Vivray sur le sujet. Voilà, donc il y a quand même cet élan du bonheur intérieur brut, enfin, d'essayer de travailler sur d'autres indicateurs Bien qui sont sûr. efficaces. Bien sûr. Sur les travaux de Patrick, on a créé tous ensemble une organisation qui s'appelle le Forum pour d'autres indicateurs de richesse, FAIR, notamment au moment de la mise en place de la commission Scène Style Fit aussi en 2008, parce qu'on avait peur, c'était notre président français, Nicolas Sarkozy, qui avait mis cette chose-là en place, et on se disait, mais qu'est-ce que c'est? Alors que nous, on militait sur ces sujets-là depuis des années, et c'est Sarkozy qui met ça en place. On se dit, qu'est-ce que c'est? Donc, on crée, et notre ami Jean Gadret était membre de la commission, et n'a accepté d'être membre de la commission que si on crée une sorte de contre-forum à côté pour, en quelque sorte, marquer à la culotte et Patrick faisait bien sûr partie de cette organisation. Alors, comment on résout cette question? Dans mon tout premier bouquin, en 95, que j'avais appelé d'un mauvais titre « Le travail, une valeur en voie de disparition », mon objectif, c'était de dire, notre idéal, ça doit être de permettre à chacun d'accéder à l'ensemble de la gamme diversifiée des activités humaines. C'est-à-dire chacun, homme et femme, doit pouvoir accéder au travail, mais aussi aux activités familiales, amicales, amoureuses, aux activités politiques, etc. Donc pour ça, il faut du temps. Et pour ça, il faut réduire la place qu'occupe le travail. Donc mon mot-clé à la fin, c'était réduction de la place du travail dans la vie individuelle et dans la vie collective. Une sorte de désenchantement du travail, à arrêter de tout attendre du travail, éviter que les femmes deviennent des hommes, c'est-à-dire qu'on est maintenant des couples qui travaillent 70 heures par semaine tous les deux, c'est-à-dire que la vie se transforme en production. Je repensais à Aristote, la vie est action, non production. On ne peut pas passer notre vie à produire, d'autant que maintenant, en produisant, on bousille le monde. Donc, réduisons la place du travail et augmentons la place des activités politiques, amicales, familiales, amoureuses, etc. Mais essayons de le faire également pour les deux sexes, quoi. Et donc, pour moi, la réduction du temps de travail, donc j'écrivais en 95, la réduction du temps de travail, c'était une solution. Et puis, il y a eu la réduction du temps de travail en France, en 98, qui a été faite plutôt, c'était bien d'ailleurs, pour combattre le chômage, mais on a laissé de côté tout le reste, l'amélioration des conditions de travail et puis dégager du temps pour la vraie vie, je dirais, la vraie vie sociale et familiale et individuelle, parce qu'on avait tout simplement peur que l'économie ne tienne pas, quoi. Et donc je me souviens, on disait, on espère que les gens, dans leur temps libéré, ils vont aller chez Bricorama pour dépenser, parce que sinon ça va réduire la croissance. Donc voilà. Moi, je pense que de toute façon, il faut qu'on change toute notre grammaire de raisonnement, tous nos indicateurs, tous nos modes de raisonnement. Mais pour moi, ça reste un peu l'idée, réduire le temps de travail, travailler beaucoup moins pour avoir beaucoup plus de temps pour des activités collectives, politiques et familiales, bien sûr. Hommes et femmes, parce que s'il y a que les femmes, on s'en tirera pas. Alors, je fais une petite remarque aussi qui part de ma propre expérience du groupe social avec lequel j'appartiens. Donc pour nous, ça fonctionne pas vraiment parce que donc dans ce travail cognitif, on est souvent quand même dans la passion et donc on va justement avoir des semaines qui sont très longues et c'est voulu. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment avoir des résultats si on travaille 30 heures par semaine, ça marche pas. Par contre, ce qui nous intéresserait, c'est plutôt un peu comme la vie des acteurs, c'est-à-dire de dire voilà, on va faire un film. On sait quand on fait un film, on travaille 12 heures par jour. Mais quand le film est fait, eh ben, on a 3, 4, 6 mois. Et donc, nous, on cherche un peu ça parce que simplement réduire les heures du travail comme ça d'une façon mécanique, c'est presque pas conciliable avec notre mode de vie. Je ne sais pas si tu comprends un peu l'argument. Je comprends très bien. Donc, du coup, je crois que cette campagne de réduction du travail a pas l'écho que ça avait dans le temps, parce que justement, il y a beaucoup de gens qui s'y retrouvent plus, qui voient plus la logique. C'est trop rigide, quoi. C'est trop rigide. C'est ça, voilà. Et c'est là que ça reboucle avec le point que tu as mentionné tout à l'heure, qui est la question de la valeur et de la contribution. Si on a la capacité, à côté de revisiter le travail,
de regarder qu'est-ce que chacun peut produire comme valeur. Et une famille où il y a du care, où il y a de la qualité de lien, c'est une valeur. Le fait que on devienne des intermittents cognitifs, le temps de lecture, d'analyse, de réflexion, même de contemplation, ça a de la valeur puisque c'est ce qui va déterminer la qualité de l'ouvrage suivant ou de l'action suivante. Donc, pour moi, il y a quelque chose, comme vous êtes en train de faire sur le travail tout court, dans l'acception dont vous parliez. Et il y a aussi à côté, quelles sont les contributions qui apportent de la valeur ou quelles sont les valeurs qui doivent être contributives, hein, c'est un peu... Oui, je vois très bien. Toute la question, c'est de savoir comment on va opérationnaliser ce terme de valeur. C'est-à-dire, petit 1, est-ce qu'on est obligé de passer par la monétarisation ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à une époque, pour éviter la destruction de morceaux de nature très importants, on a décidé de lui donner une valeur monétaire. Et il y a les fameux travaux de Costanza qui nous dit la valeur totale de la Terre, c'est 2 fois le PIB mondial, etc. Moi, je pense que ça, c'est une très mauvaise direction. Il ne faut pas, pour reconnaître la valeur de quelque chose, qu'on monétarise. Mais si on monétarise pas, comment on l'exhibe, cette valeur ? On est dans une sorte de cercle vicieux. Parce que si on dit « Ah, mais la nature, c'est très important, il faut la respecter, etc. » On sait très bien que, à moins de passer par le droit et de mettre à la fois des interdictions, c'est-à-dire des périmètres auxquels on n'a pas le droit de toucher, et moi j'aime beaucoup les travaux de Valérie Cabanès, peut-être vous connaissez, sur l'écocide, c'est-à-dire, toute destruction de l'environnement naturel va devoir se payer, va être reconnue comme un crime, et donc il faudra qu'elle soit payée. Donc on est obligé de passer par des voies détournées, mais moi je voudrais éviter la voie de la monétarisation. Mais après, et puis la deuxième question, à part la monétarisation, c'est qui décide que quelque chose a une valeur? Parce que moi, je vais vous dire, moi, ce que je fais, ça a beaucoup de valeur, mais peut-être que la personne d'à côté va dire, mais non, ça n'a aucune valeur, ce que tu fais. Donc, quels sont les collectifs qui sont susceptibles de dire, ça, c'est un vrai besoin social, et voilà, vous contribuez à répondre à ce besoin social. Mais là encore, ça veut dire qu'il faut tout qu'on bouleverse, et que je réemploie le terme du capitalisme, que aujourd'hui le système capitaliste et son mode de valorisation ne nous permet pas de raisonner de cette manière. Des citoyens ont commencé à faire ça, hein, c'est-à-dire vraiment d'essayer de travailler sur ça serait quoi les indicateurs de valorisation de tel ou tel type de contribution, et de chercher à y répondre autrement que par une monétarisation classique euro. Oui. Et plutôt avec, c'est là qu'on voit les monnaies alternatives, hein, qui peuvent être des réponses, puisque elles vont permettre des circulations de valeurs monétaires qui n'est pas l'euro, mais qui permet de valoriser une contribution. Donc il y a des tâtonnements pour le moment. Avec une fonction de la monnaie qui n'est plus la fonction de thésaurisation et de spéculation, mais juste d'échange, en effet. Et on revient à notre ami Adam Smith, hein, qui recherchait aussi un équivalent pour échanger les quantités de travail. Alors, j'ai peut-être encore une question au niveau de l'inclusion, de l'égalité du travail. Donc, on a parlé un peu d'hommes-femmes, mais il y a le côté nord-sud. Est-ce que tu as fait une réflexion à ce niveau-là? Très franchement, non. Très franchement, non. Pas spécifiquement sur la question nord-sud. Simplement, j'ai commencé à le travailler en pensant à la reconversion écologique et à l'idée, à la question de savoir comment on doit répartir la charge de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Tu as parlé d'un changement d'une économie de quantité à une économie de qualité. Oui, ça c'est tous les travaux que l'on a fait. Justement, je reviens à ce que raconte Gadret. L'idée qu'il faudrait rompre avec des quantités, des accroissements mesurables. Hein, c'est Malthus qui dit ça, l'économiste, à un moment, il dit « Si on veut montrer aux autres de combien on a progressé, il faut exhiber des accroissements mesurables. » Ça veut dire que, donc, regardez de combien j'ai grossi. D'où
le PIB et toutes ces machins-là. C'est-à-dire, il nous faut des quantités. Bon. En raisonnant comme ça, on ne prend jamais en considération la qualité de l'air, la qualité des sols, etc. Donc, il faut absolument qu'on change notre batterie toutes nos lunettes pour regarder le monde. Et donc, je reviens à la question du Nord-Sud et de la reconversion écologique. Pour moi, la question la plus importante aujourd'hui, c'est comment on va répartir la charge de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Qui a commencé, qui est coupable, qui est responsable du passé, qui est responsable du futur. Et donc, on a toute la querelle là entre Anthropocène et Capitalocène. Donc, Anthropocène, c'est toute l'humanité qui est coupable. Capitalocène, ah non, c'est pas tout le monde, c'est le Royaume-Uni et les États-Unis. Et du coup, après, qui doit réparer et sur quoi? Qu'est-ce qu'on doit changer pour reconstruire, quoi? Alors, ça veut dire que quand même, les capitalistes, entre guillemets, ou ceux qui nous ont entraînés dans cette folie, ils doivent peut-être les premiers faire quelques efforts. Ceux qui ont le plus pollué, c'est peut-être à eux de revenir en arrière et de faire des transferts massifs vers, alors là on rêve, si on regarde ce qui se passe actuellement, des transferts massifs vers les pays du Sud. Même si la Chine, l'Inde sont devenus maintenant des gros pollueurs. Mais voilà, donc à la fois des transferts massifs de ceux qui ont pollué et colonisé vers les autres pour les aider à faire leur tâche de réduction. Et puis, et j'ai oublié ma deuxième idée. Enfin, je voudrais juste faire la remarque, je crois que j'ai lu ça récemment, que le premier huitième en richesse de la population occidentale dépense 8 fois plus en carbone et en matière énergie. C'est ça que je voulais dire. C'est le dernier huitième, voilà. Non, mais c'est ça. C'est pas seulement Nord-Sud. L'Occident qui est en cause, c'est aussi en Occident, il y a des inégalités par rapport à ça. Tout à fait. Mais dans le Sud aussi, je veux dire, maintenant, on sait que les plus riches détruisent le plus la planète avec des véhicules très particuliers, des consommations monstrueuses, etc. Mais partout maintenant, partout dans le monde. Il y en a aussi dans le Sud. Donc, on a une matrice à double entrée à faire entre pays, mais au sein des pays. Et donc, c'est toute la question de la manière dont on va réduire les inégalités galopantes qu'on connaît en ce moment, quoi. Alors,